Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit tour donc très rapide, hein, rien comparé à hier. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, on va faire beaucoup moins. On commence par les cryptos, toujours pas de nouveautés sous le soleil. Il faut attendre gentiment que ça bouge, toujours en plein milieu des canaux de tendance en daily. Donc impossible de définir une tendance. On est toujours sur des contextes support, c'est-à-dire que pour ma part, en termes spéculatifs, je ne recherche que des achats. Maintenant, on est bien d'accord que quand le marché cherche un support à travers des supports, on peut très bien les casser. Donc le sentiment reste le même. À savoir, au bout d'un moment, on va finir par le trouver, ce support. Moi, vous le savez, en tant que trader spéculatif, mon job, c'est de chercher dans quel sens se trouve le risque, d'accord, et de se positionner avec une gestion du risque pour obtenir le gain associé à cette prise de risque. C'est-à-dire, pour moi, le risque est haussier. Ce marché, il a plus de chances de trouver un support et de repartir chercher des résistances que de continuer à baisser ad vitam aeternam. Maintenant, il peut très bien continuer à le faire. D'accord? C'est là où la gestion du risque entre en jeu pour la partie spéculative des trades. Pour la partie buy and hold, rien ne doit changer. Ce trade, je le rappelle, est à horizon 2 ans. Donc d'ici 2 ans, je pense qu'on aura trouvé largement ce creux et qu'on pourra se reprojeter vers des résistances, ayant donc l'incapacité de se projeter dans un timing et de donner une fourchette de timing. Je prends la fourchette la plus large, à savoir si dans 2 ans on n'a toujours pas trouvé un bottom, effectivement, je sortirai ce trade buy and hold. En attendant, celui-là, il reste dans le portefeuille. Je me fiche littéralement de savoir combien de temps il va rester en portefeuille, ce trade. Même s'il doit passer 1 an et demi en négatif et seulement 2 semaines en positif, je m'en branle. Tout ce qui m'apporte, c'est qu'il passe en positif. Je vais prendre un exemple que j'ai pris hier justement et que je trouve assez pédagogique pour la gestion du risque, dont j'ai parlé hier dans le Trading Point. C'était de dire, voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé pour Ripple. Ripple, pour moi, c'était exactement la gestion typique d'un buy and hold. Ripple, ça s'est fini comment pour moi? J'ai pris du pognon. Et pourtant, j'avais un prix, mais de merde. Mais alors vraiment de merde. Rappelez-vous l'histoire Ripple. Je voulais me positionner sur ce support. Et je voulais un breakout haussier par là, de mémoire, voilà, vers les 0,47. Et en fait, je me suis positionné en ordre stop achat à 0,47. Sauf que dans Bitstamp, quand tu mets un stop achat au-dessus du prix d'entrée, enfin au-dessus du prix de marché, bah, il m'a exécuté au prix de marché. Donc il m'a exécuté sous la résistance, résistance qui n'a du coup jamais sauté. Donc j'aurais jamais dû être acheteur. Et j'avais mis un stop par là. Sauf que bah, du coup, en fait, en supprimant mes stops Bitcoin sur du buy and hold, bah, j'ai supprimé les stops du Ripple aussi. Ce qui fait que je me suis retrouvé à me rendre compte que j'avais toujours des Ripple quand on était par là. Donc évidemment, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, ça va faire buy and hold, j'ai pas beaucoup d'argent là-dessus, donc c'est vraiment pas très grave, tant pis. Dans ces cas-là, j'accepte de changer un scénario uniquement parce que les montants étaient microscopiques. Donc vous voyez, c'était un trade tout pourri. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, buy and hold, patience, on s'en bat les couilles, ça finira bien par remonter. Et puis boum, hop, ça remonte, je vous dis, un beau jour, en train de boire un café à Paris. En plus, oui, certains pourront témoigner, c'était là, ils m'ont vu prendre les profits. Ils me disent, putain, les Ripple sont à 0,75. Je fais, attends, quoi, à 0,75? Ah, mais c'est cool, moi je les avais à 0,45. Boum, super, je les vends. Et ben, voilà, c'est comment ça s'est déroulé. En gros, il a fallu attendre 58 jours, d'accord, bon, ce qui n'est pas une longue attente là pour le coup, ni une longue agonie baissière, mais voilà, 58 jours, et 58 jours donc de trade perdant, pour 2 jours, même pas, c'est passé positif du coup pendant 1 jour et demi, moins d'une dizaine d'heures. Ça a suffi pour générer un gain. Est-ce que vous êtes capable de supporter ça? C'est-à-dire qu'un trade reste perdant pendant 98% de sa durée de vie. Bah, si vous me répondez non, c'est-à-dire si pour vous c'est insupportable de garder un trade perdant, franchement vous n'êtes pas fait pour le trading, et encore moins pour des scénarios d'investissement dans des types buy and hold, parce qu'en buy and hold il faut avoir plus que de la patience, il faut être capable de se dire ça risque de passer 90% de son temps en perte, ce genre de trade, mais l'important c'est que vous preniez un truc qui génère le gain. En gros, il faut comprendre que le choix binaire d'un buy and hold, c'est vraiment ça marche ou ça ne marche pas. Mais sur une durée de temps très longue. L'essentiel, c'est pas de maximiser le gain sur un buy and hold, c'est juste d'en être avec des prix raisonnables et de supporter l'incertitude maximale qui convient à dire je ne sais absolument pas jusqu'où ce marché peut baisser. Mais je pense qu'il a une forte probabilité de remonter au bout d'un moment. Voilà le scénario dans lequel on fait du buy and hold. C'est la même chose pour General Electric. J'ai payé des prix qui me semblaient être intéressants par là, ils se sont avérés ne pas l'être, j'ai remis une petite couche par là, mais rassurez-vous, j'y parie ce que vous voulez, que General Electric, ça finira par remonter. Donc c'est qu'une question de patience. J'ai clairement pas eu les meilleurs prix. Buy and hold ne revient pas à chercher le meilleur prix, mais simplement à se dire, à ce niveau-là, je suis prêt à supporter une perte
associé à 100% du capital, c'est-à-dire je suis prêt à tout perdre, c'est pour ça qu'on met un petit montant sur ces scénarios-là, et après c'est le temps qui fait son travail. La mécanique des prix, elle peut pousser la baisse sur des scénarios complètement cons comme ça, sur des valeurs comme General Electric, au bout d'un moment ça se normalise, d'accord? Ça moi c'est ce que j'appelle des distorsions de prix. C'est quand le prix n'est plus vraiment là pour donner une valeur, mais plus pour voir jusqu'où on peut aller dans la bêtise. Forcément, une fois qu'on a trouvé le sommet de la connerie, bah après on repart dans l'autre sens. C'est aussi simple que ça. Voilà. Allez, parenthèse refermée sur les cryptos, donc toujours beaucoup de patience, et même s'il faut que le trade Ethereum mette des dizaines et des dizaines de jours encore dans des parties négatives avant de repasser positif pour ma part, hein, moi je crois que mon prix moyen il est à 215, un truc comme ça, hein, donc vous voyez, je n'ai pas un prix moyen de dingo, hein, mais attention sur le trade long terme, je vise 800, 900 et minimum 600. Donc, dans tous les cas, 200, 600, ça fait un très joli gain et c'est tout ce qui m'importe. Pour la partie spéculative, moi je m'arrêterai, je vous ai dit, sur la zone 250-270 et sur cette partie spéculative, mon entrée a été faite par là, donc à 121. Donc 121 direction 270, encore une fois, ça vaut franchement le coup. Hein. Par contre, il y aura une invalidation. Hein. C'est clair que là, rentrer à ce prix-là, si on devait se diriger vers les 60, je ne vais pas supporter nécessairement que le prix soit divisé par 2. Le reste, alors je fais un tour graphique rapide, regardez s'il y a des choses importantes. Alors le VIX, on va regarder parce que c'est vraiment, ça frise la connerie monumentale. Donc le VIX de retour à 15,6, donc un plus bas depuis octobre. Hein. Alors on verra si on est plutôt d'accord ou pas sur ce truc-là. Moi personnellement, je pense que dans ce cas-là, on va juste avancer ce scénario, c'est-à-dire que je recherche toujours des schémas de vagues, pas nécessairement des amplitudes données. Donc là, je pense qu'en fait, on va recaler mon petit scénario précédent, à savoir, je pense, un dernier petit rebond, un petit push, on vient chercher 15, et ensuite c'est game over pour la volatilité, et je pense qu'on repartira dans un schéma ascendant qui risque de nous amener vers un carnage. Encore une fois, là, il y aura des sous-vagues, c'est-à-dire que, rappelez-vous, je ne fais pas le timing, ça peut très bien se produire comme ça, c'est-à-dire ça revient là, ça reconsolide pendant 3 plombes, avant de trouver le machin, d'accord? Ne cherchez pas à gérer, dites-vous simplement qu'une fois qu'on aura touché les 15, le schéma de volatilité ne peut être normalement qu'ascendant. Et on en est plus que proche. Donc, bah voilà, il y a des échéances sur la volate. Moi, la prochaine échéance, elle est le 12. Donc, si ça tient en bas jusqu'au 12, bravo les shorteurs de vol. Franchement, j'applaudis. Mais ça ne m'empêchera pas de me repositionner sur le prochain contrat. Et de toute façon, tant qu'on ne viendra pas chercher la zone des 40 et plus, je resterai à l'achat de la volatilité, même si ça doit prendre 5 ou 6 mois de patience et de gestion du risque. Les boons, bah, toujours faut attendre, hein. J'attends que ça commence à criser un peu et à couiner en zone européenne. Le Forex, c'est toujours un bruit de marché absolument immense et faites attention au GBP dans les prochains jours. Ça, on en avait parlé. Oh putain, voilà, AUDNZD, on y est enfin, ça repart. Donc, reteste une nouvelle fois du support, ça passe toujours pas. Voilà, là, cette fois, c'est de la mèche, hein. Donc là, c'est bien le rejet. On va peut-être avoir notre premier franchissement de résistance ici, qui devrait nous repousser assez rapidement vers cette zone-là, puisqu'on voit bien qu'ici, il n'y a plus d'intérêt. Hein. Là, il y a la zone de cassure, la zone de faible volume. On voit bien l'accumulation dans la partie basse du range. Autrement guillemets, ici, on va pouvoir placer des stops bientôt, en tout cas des invalidations. Je rappelle, vu les rollovers de la UDNZD parfois punchy, évitez les stops au marché, trop proches des prix du marché. Par contre, ici, voilà, des niveaux d'invalidation pourront être placés. C'est-à-dire que cette fois, si évidemment ça devait retomber, là, il faudra se faire la malle. Donc AUDNZD, ça tergiverse, hein, mais je pense qu'on finira par trouver enfin ce biais que je recherche. La partie dollar, bah, je reste patient là-dessus. Tous les trades forex sont plus ou moins hésitants. Par contre, donc le yen index continue sa chute. Donc cassure du nouveau plus bas. Donc on est plutôt parti pour le scénario number 2, c'est-à-dire gagnons du temps absolument. Il ne faut surtout pas que ces marchés s'effondrent. Donc on est plutôt sur le scénario non agressif. Le choix est vraiment en train de se faire sur la plupart des actifs. Vous avez vu le VIX qui casse ses supports, le yen qui fait de même. Donc en fait, Wall Street, c'est comme d'hab. On met le pied sur le frein très très vite. Il faut absolument écrabouiller le sentiment vendeur. Je pense par contre qu'il y a un vrai changement de psychologie sur le S&P 500. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. C'est-à-dire qu'ici, à l'époque, qu'on écrabouille la volatilité, ça nous amenait vers le sommet historique de façon mécanique parce qu'on n'avait pas cassé de support.
D'accord? Ici, on a marqué une vraie grosse phase de risque et on n'a jamais glissé sous ce support derrière. On a juste éteint la volate et naturellement, le sentiment haussier a réémergé de l'hésitation parce que dans ce cas-là, on favorisait le sens de la tendance. Chose que je pouvais comprendre. Maintenant, ici, ça a induit de très fortes distorsions puisque ces écrasements de la volatilité n'étaient liés à rien. Il n'y avait pas du tout d'assouplissement sur la guerre commerciale, ça restait toujours aussi tendu partout. Il n'y avait pas de raison d'éteindre la volate à l'époque. Il n'y en a toujours pas plus aujourd'hui, hein, qu'on soit honnête. C'est-à-dire que là, ce nouvel écrasement de volate, il sert qu'à une chose, ramener les prix sous résistance, calmer les gens et faire acheter les particuliers à grosse dose d'ETF, et on va en parler juste après. Et après, de toute façon, je vais être clair, on ne fera pas d'émission intraday pour l'instant pour une raison très simple, il n'y a rien à faire. On est sous le joug de très fortes distorsions, et faire de l'intraday là-dedans, moi, en tout cas, de l'intraday spéculatif, je trouve ça impossible. C'est-à-dire que là, soit vous faites du suivi de tendance en mode neuneux, vous éteignez le cerveau et vous achetez tant que ça monte, vous jouez les tendances de court terme, qui sont des tendances extrêmement pernicieuses, qui risquent de se retourner étant donné leur état de maturité. On va quand même jeter un œil au graphique intraday, mais moi je ne fais aucun intraday pour l'instant parce que je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc quand je ne comprends pas le marché et que j'ai pas de scénario, je ne trade pas, parce que là je suis incapable de donner le contexte. En fait pour moi là le contexte c'est de la pattern psychologique, ce que je vous ai ce que je vous montrais hier, c'est-à-dire qu'on va monter, tant qu'on peut le faire techniquement en raclant quelques petits stops par-ci par-là, et on va voir jusqu'où on peut aller avant que ça claque dans l'autre sens. Donc ça va retomber assez violent d'un coup derrière, probablement, sans prévenir, et évidemment si à ce moment-là c'est le moment que tu décides d'acheter pour supporter la tendance mature, tu vas juste te prendre un gada. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Très attention à ces stratégies-là, de dire comme je ne sais pas quoi faire, je vais suivre la tendance. Non, la tendance, elle est mature. Tu peux juste en fait pas cadrer ton marché. Tu peux pas contextualiser tes trades, donc tu trades pas. C'est quand même la base de la stratégie. Je vous ai mis des étapes à respecter. Si vous sautez les étapes et que vous dites là je peux pas contextualiser mon marché, mais j'ai envie d'en être, donc je vais faire ci ou je vais faire ça. Moi ça me semble stupide et puis surtout ça respecte pas du tout les règles de la stratégie. Donc, pour l'instant, attendre de pouvoir contextualiser tout ça, c'est-à-dire attendre d'avoir des acheteurs et des vendeurs. Allez, pardon, je poursuis. Donc oui, j'attends tout simplement qu'on retrouve un sentiment vendeur, c'est-à-dire un équilibre acheteur et vendeur, la formation au moins d'un pricing digne de ce nom et pas une ligne droite à la hausse alimentée par un momentum stupide et des stop-loss. Donc attente d'informations malheureusement. Donc face à ça, il n'y a que deux choix possibles. Soit on déclenche son stop loss si on est trop exposé, soit on patiente gentiment et on attend que cette douce musique s'arrête et qu'on retrouve donc un pricing normal. Moi je choisis l'option numéro 2 parce que tout simplement je suis exposé correctement et je place mes stops au-dessus des 2800, ce qui fait que normalement je pense que je n'ai quasiment aucune chance d'être stoppé. Si ça devait arriver, il faudrait quand même commencer à s'inquiéter et en tout cas à invalider les scénarios annuels, puisque je vous rappelle que là au stade où on en est sur la bougie annuelle, si on devait aller chercher jusqu'à 2800, là ça devient quand même assez inquiétant en termes de pricing. On peut y aller évidemment, mais je pense qu'on doit y aller en deux phases. J'entends par là qu'on voit ici le scénario impulsif, c'est-à-dire que ça c'était complètement imprévisible, donc moi je cherchais un ABC, raison pour laquelle je voulais vendre la deuxième impulsion haussière. Il se trouve qu'on en fait une cinquième vague de hausse, donc 1, 2, 3, 4, 5, typique de ce que je recherche, c'est-à-dire un ABC, d'accord? Mais moi normalement le point C doit aller plus haut, d'accord? C'est-à-dire que théoriquement ce que j'attends c'est un truc un peu comme ça. Et normalement on ne doit pas franchir les résistances formées ici, la résistance ici. Donc normalement on ne peut pas franchir ça. Même d'ailleurs, historiquement parlant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on revient chercher, dans le schéma, deux vagues de baisse, deux vagues de consolidation, deux vagues de baisse, deux vagues de hausse, mais elles peuvent être très longues. Si vous voulez, ce que je trouve assez marrant dans ce schéma-là, c'est que, effectivement, tout le monde veut que ça se passe d'une certaine façon, avec un certain timing, et que ça aille vite ou plus vite ou moins vite. En fait, personne ne le prend en compte. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire ici, c'est se dire que on peut très bien avoir une vague de consolidation ici extrêmement brutale qui catalyse très rapidement de nouvelles paniques à bord. Entre guillemets, ça chute, mais ici on rachète et on fait cette deuxième vague de hausse. Elle peut très bien être extrêmement lente, celle-ci. On revient chercher les supports, on se contente de ce support-là et puis ça tient. Et on fait une toute petite vague de hausse. Ça respecte le schéma ABC dans lequel on échoue au-dessus du point qu'on pourrait former prochainement, mais en dessous de ces points-là, et très probablement, et normalement, ça se produit ici. C'est-à-dire que quand on est dans ces schémas
de 5 vagues de baisse, les leading diagonales, donc normalement à laquelle suivrait, si je ne me suis pas trop planté, 2 vagues de baisse successives et allant chercher plutôt loin. Et là, on avait bien vu que c'est probablement sous les 2100 que la zone d'objectif se trouve, d'accord? Mais ça peut très bien, comme je dis, se produire que cet été. Il ne faut pas chercher à caper et à bloquer les timings. Moi, je pense même que cette oblique-là, vu qu'on l'a cédée aux acheteurs, je pense qu'on la retrouvera jamais et qu'on la reprendra pas. Et qu'on la reprendra que dans une phase de crispation complète, ici, à la fin, quand on chutera en mode en ligne droite, ici, et que ce sera panique à bord. Entre guillemets, ici, c'est quand tout le monde commencera à capituler et dire, ok, le marché est bear, et on enfonce les 20% de correction. Parce qu'on s'est arrêté pile poil sur 20% en fait. Pourquoi? Parce que c'est un niveau psychologique. En dessous, c'est bear market. Donc on fait quoi? On vient juste déclencher la peur de passer dans le bear market, mais ça ne suffit pas. Moi, ce que je veux acheter, c'est la panique, le moment où le marché bascule en bear market de manière irrationnelle, puisque si ici on n'a pas un black swan, il n'y a pas de raison qu'on aille plus bas que 2100, et donc ici il y aura probablement des achats à réaliser. Dans la fin de la structure de baisse, en 5 impulsions, la première, la deuxième et la troisième qui reste pour ma part à venir. En tout cas, ce scénario, je le privilégie tant qu'on ne vient pas déborder cette zone-là. Tant qu'on ne déborde pas, je m'en bats les couilles de ce que le marché fait, je me fous des timings de correction et d'impulsion, tant qu'on ne déborde pas ça, je reste dans mon scénario. Si on vient le chercher avec une seule vague, ça ne marche pas non plus, puisqu'on est obligé normalement dans ces structures de faire des ABC, on ne peut pas faire des triangles ou autres structures de consolidation un peu bizarroïdes. Donc normalement, ça ne peut se produire, ça ne doit se produire que sur ce schéma ABC. Donc normalement, on ne doit pas, dit d'une manière logique, atteindre la résistance majeure, les 2008, au sein de cette vague. Si on l'atteint au sein de cette vague, très sincèrement, j'annulerai mon scénario et j'attendrai de nouvelles informations pour trader. Pour l'instant, j'ai franchement l'impression que ce qui va se produire, c'est ça, c'est-à-dire une lente décrue, extrêmement chiante, très déconstruite, c'est-à-dire que n'imaginez pas qu'on va tracer une gentille ligne droite comme ça va être un coup en bas violent, et puis on remonte, on retrace 78% ou 80% de la baisse, et puis on fait mumus dans un schéma très bruyant et très indécis, où on va tout faire pour essayer de tenir les supports, et notamment je pense les 2580, essayer de tenir cette zone, recoller une impulsion haussière, et celle-là j'espère qu'elle échouera sous les 2008. Théoriquement, je vous dis normalement, ça se produit à proximité des supports qui ont été traités dans la première vague impulsive. On a échoué sur celui-ci. Celui-là, on le déborde, mais je pense qu'on le déborde juste pour emmerder le monde. On ne va pas aller bien plus loin que ça. Et on ira chercher le deuxième, c'est-à-dire le premier support testé ici, la zone des 2560, entre guillemets, et par là, pour un échec vendeur massif. Et là, pour le coup, c'est là où ça redevient beaucoup plus bear, là où normalement on reviendra tester une nouvelle fois, d'accord ? Créer un creux descendant, et après sommet descendant, et là c'est bérésina baissière, évidemment on ne pourra plus soutenir rien du tout. Là c'est le moment où évidemment tout le monde se casse la gueule, c'est-à-dire toute la cote, les petites capes, les mid-caps, les grosses capis, tout le monde se prend des moins 20, moins 30, et forcément là le marché s'écroule. Et ici on peut s'attendre à une belle vague, je vous dis d'un bon moins 23%, moins 25%, très impulsive, et là on ira enfoncer les 20% depuis le sommet historique. Voilà le schéma que je trade, je ne change rien tant qu'on est dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à court terme, c'est dans ma gestion du risque, mon stop il est à 2831, si on y va, c'est game over pour mon scénario, je devrais tout revoir, c'est possible. J'y crois pas une seule seconde, raison pour laquelle je change pour l'instant rien du tout à mes scénarios. Je gérerai mon risque dès qu'on arrivera proche des supports à 2580, c'est-à-dire je paierai mes stop-loss et j'attendrai gentiment de voir si on a une deuxième impulsion ou pas. Si évidemment, je vous rappelle pourquoi je reste vendeur, parce qu'on est dans un contexte où le Black Swan peut sortir à n'importe quel moment, et s'il y a un Black Swan qui déboule comme ça de nulle part, c'est la grosse mémerde. Et si vous n'êtes pas vendeur, malheureusement ça va tomber très fort et très vite. Donc, je pense qu'il faut être vendeur parce qu'on est dans un marché vendeur et qu'on est sur des prix très attractifs pour vendre. Par contre, est-ce qu'il faut être ultra agressif en disant « ça y est, c'est le trade du bear market » Non, ça peut très bien vous baiser la gueule 2-3 fois avant si vous êtes trop agressif. Donc on reste patient, les stop-loss ne peuvent pas être placés plus près que les 2800 avec une marge d'erreur un peu au-dessus pour ne pas être stupidement chassé sur le point haut et tout simplement attendez que le marché prenne sa décision. S'il est juste haussier et qu'il enquille en ligne droite jusqu'à 2840, je suis navré de vous le dire, mais dans ce cas, c'est juste pas bear. Si on retourne chercher la proximité des sommets historiques en une seule impulsion haussière, sans consolidation, avec une volatilité qui rebrise sous les 15,
juste plus être vendeur, c'est juste que le marché, il aura complètement invalidé tous les scénarios vendeurs, pour des raisons que je trouve complètement injustifiables, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, c'est stupide, ça n'est absolument pas suivi par la macroéconomie, mais si le marché décide d'en faire ainsi, il faudra accepter de ne pas lutter. Rappelez-vous les patterns que je vous ai appris hier dans la psychologie de marché. Le problème, c'est que ici, si jamais on s'amuse à refaire une pattern de fuck-off, là, où entre guillemets, on va juste revenir vous péter la tronche à proximité du sommet historique, d'accord? Rappelez-vous les trois couleurs de pattern qu'on avait mis. Ça, ce serait une pattern rouge, une pattern de si tu luttes, tu vas te faire péter la tronche. Entre guillemets, moi ici, j'accepte de prendre des stops, parce que si le marché se redirige vers le sommet historique, c'est que derrière, il va faire quoi? Rappelez-vous la pattern qui suit, c'est la pattern, je t'enfume pendant plusieurs trimestres, et après, on renormalise et on te pète la tronche. On peut très bien avoir ce schéma-là. Moi, j'y crois pas une seule seconde parce qu'il s'est déjà produit ici. Donc, je reste dans mon scénario, droit dans mes bottes, mais j'admets toujours une marge d'erreur qu'on appelle la gestion du risque. Si jamais ça va au-delà de ma gestion du risque, je suis out, je prends ma perte, je ravale ma fierté et je recommencerai éventuellement plus tard. Voilà, allez, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Pas de grandes nouveautés sous le soleil, donc à part la UDNZD à surveiller de très très près. Mais ne renforcez pas trop vite non plus. Pour l'instant, il faut attendre vraiment les franchissements de résistance pour pouvoir se projeter. Pour la partie Apple et Facebook, moi je ne vais pas tarder à me positionner. J'attends un signal de prix ou quelque chose à me mettre sous la dent. Je note juste cette structure-là, hein, c'est-à-dire que ici je vois bien qu'il y a eu des hésitations et des positionnements vendeurs. On voit bien le volume ici. Ah pardon, je dis n'importe quoi, c'est là. D'accord, donc on laisse tomber. Donc je pense attendre 2-3 jours de plus que ça digère. On voit bien ici le canal de tendance qui va arriver. D'accord, donc là c'est un positionnement en 4 heures qu'il faut faire sur Apple. On arrive gentiment dans le contexte. Il y a une target ici, un Fibo. Le cluster technique il est bien là. Donc attendez dans un premier temps que les prix aillent au moins tester cette zone. Après, soit vous prenez sur de l'action de prix, c'est-à-dire je sais pas, un schéma de retournement de bougie, ou vous attendez au moins un signal pour gérer votre risque. De préférence, attendez même le triangle de confirmation pour être certain de ne pas vous faire enfumer par ce marché qui ne sait pas trop où il va. Moi, pour ma part, je vous l'ai déjà dit, j'ai un ordre vendeur au marché à 176 $. C'est-à-dire que si on y va, je m'en bats les couilles de signal ou pas signal, je vends, point barre. Donc Apple, j'en veux en portefeuille, à la vente, c'est clair, je veux reprendre la fin et la suite de ma tendance. Maintenant, si ici, on devait également, pour une raison complètement rocambolesque, repartir en mode V-bottom, eh ben, même chose, hein, je vends doucement par là, j'y vais doucement, je revendrai beaucoup plus fort ici, et puis si ça se redirige vers le sommet, je donne mes stops, point barre. J'y crois pas une seule seconde, je pense que tout simplement, c'est évident, tout le monde se dit, on va forcément être piégé, la réalité, c'est qu'il faut juste suivre son putain de plan et rester droit dans ses bottes, puisque je pense qu'on est totalement dans ces patterns de Grey Rhino, c'est-à-dire, certes c'est évident, les gens ont tellement été trompés dans les derniers trimestres, un coup à la hausse, un coup à la baisse, qu'ils pensent que le marché va nécessairement tromper tout le monde une nouvelle fois. Et bien c'est surtout le moment où il faut rester droit dans ses bottes, trader ses signaux et surtout pas dévier du plan original. C'est ce qu'on a vu hier dans la psychologie. La volatilité, ça a rincé tous les cerveaux et maintenant tout le monde fait n'importe quoi. Ceux qui vont gagner de l'argent sont ceux qui justement au milieu de ce bruit et de ce marasme émotionnel arriveront à rester dans leurs bottes. Même chose pour Facebook que je vais cartoucher dans pas longtemps. Elle, j'attends qu'elle déborde le sommet de la publication des résultats. Pour l'instant, le momentum reste fortement acheteur, donc évidemment, on ne lutte pas trop agressivement face à ça. Je note le fait qu'ici, on travaille la zone Fibo, donc si jamais ça devait échouer, là, pour le coup, je rentrerai sur des breakouts baissiers. On est bien dans le scénario, hein, donc les deux vagues de hausse, mais ici, comme ça se produit sur un gap, malheureusement, il manque tout ce pricing ici, et j'ai généralement tendance à dire que ça prend la forme de vague 3. C'est-à-dire que là, c'est le gap qui fait la vague 3, la vague de tendance, d'accord? On spoil toute la zone de tendance par un gap haussier. Normalement, ça demande un petit excès de type vague 5, et comme j'ai vu ce gap ici qui ne demande qu'à être clôturé, je pense que Facebook, ça demande juste un petit poil plus de patience. C'est-à-dire là, le trade se fera en daily. Hein. On a bien vu que le 4 heures, ça colle pas. Hein. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a aucun contexte à trader là-dedans. Là, il y avait un achat de fin de tendance à jouer même. Et ici, en daily, par contre, on se rapproche gentiment du contexte. On trade ce Fibo, on est sur une target. Il y a bien des ventes à faire, mais laissez la tendance de court terme se terminer. Et je pense un petit excès, voire chercher la zone de volume à 178,50.
totalement envisageable. D'accord, on arrive gentiment dans la zone de vente. Il y a tout sauf un signal acheteur pour l'instant. Donc on laisse, je pense, quelques journées encore de pricing. Ça ne devrait pas monter en flèche, mais ça ne devrait pas baisser non plus. En gros, on travaille un peu cette zone, on fait un petit excès dans quelques jours et normalement se positionner vendeur ensuite. Là, j'attends un signal. Hein. Autant Apple, je suis prêt à prendre au marché vers les 176 ou 13, je ne sais plus. Facebook, il me faudra un signal parce que ça peut être un peu trop agressif. Hein, d'accord, Facebook a quand même déjà bien morflé, beaucoup plus que n'a morflé Apple. Hein, voilà, on est bien d'accord. Facebook, ça s'est pris quand même du moins 40, là où Apple a péniblement réussi à faire moins 25 ou moins 30. Que je dise pas de conneries, je vais juste aller vérifier. Ah non, quand même, on a fait moins 40 sur Apple. Hein. Putain, oui, c'est vrai qu'on les a bien dérouillés. Ok, à voir si dans ce cas-là, Apple, c'est peut-être... Bon, je mettrais peut-être un petit peu moins de contrats dans ma tête. Il me semblait qu'on avait fait que moins 30 sur Apple. Ouais, on est quand même revenu chercher les sommets. Ouais, bon. Apple, on va peut-être y aller mollo. Hein. Peut-être qu'ici, on va avoir un gros dead cat bound sur Apple. Bon, à voir. Moi, pour l'instant, je pense qu'il y a quand même une vente ici, avec une gestion du risque, hein, c'est-à-dire vendre, sécuriser et attendre de voir comment ça se profile. Je pense que de toute façon, c'est typiquement le genre de valeur qui risque de se péter la tronche complètement, violemment, c'est-à-dire, voilà, on va voir l'hebdo, ah ouais, on voit bien la phase, le crack, soit ça fait effectivement le dead cat bounce, on remonte jusque là pour vendre, soit tout simplement, comme il y a tellement de particuliers à l'achat dans cette valeur, et bien tout simplement, elle continue de s'effondrer naturellement, aussi simplement que ça, parce qu'il n'y a plus personne pour l'acheter. Pour moi, c'est les contextes mensuels hein, qu'il faut supporter et malheureusement, je pense que c'est plus bas que ça qu'on se positionnera là-dessus. Voilà, donc je dirais patience parce que Apple, malheureusement, je pense qu'il n'y a même pas Voilà, le problème c'est que si vous avez un truc qui génère quand même un attrait dans le futur, ok, pour moi Apple, ça générera plus aucun attrait. C'est typique le General Electric, c'est-à-dire c'est la grosse licorne de ce cycle boursier et ça vaudra plus rien dans 5-6 ans. Enfin, en tout cas, ça vaudra pas grand-chose, ça vaudra plus que 50 dollars, je pense, dans les prochaines années. C'est vraiment un typique de General Electric, hein. C'était la licorne, voilà, c'était un too big to fail. Ça, c'est quand même ramassé un bon moins 65 d'abord. Et vous voyez que cette valeur-là, elle a quand même bien corrigé derrière. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça chute un bon gros coup ici. Hein. Donc on en serait là sur Apple. Resterait donc ce type de correction. Et derrière, évidemment, l'effondrement complet de la valo. Donc à voir. Voilà. Bon. Apple, c'est quand même un peu piquant. Hein. Donc c'est vrai que si vous y allez, il faudra y aller tout doux quand même. Sur la zone des 176 dollars. Je vais regarder d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quand même ici que c'est le plus important. On va regarder en daily si on peut tirer quelques infos. Alors, laissez-moi bien dézoomer ce merdier. Il faut revenir jusqu'à la phase de baisse. Hop. Voilà, on doit y être. L'éclatement de la bulle en 2000. Ok. Donc vous voyez que la structure n'est pas du tout la même. Hein. Apple, on est vraiment sur un effondrement de la valo, alors que là, ça se bataillait. Hein, voilà, sur le sommet de la bulle post-2000. Ici, on voit bien que le pricing n'était pas le même. Hein, d'accord. Les valeurs étaient paraboliques. D'accord. On voit bien la phase parabolique. Mais vous voyez que là, il y a un traitement du prix. Il y a un pricing. Donc en fait, General Electric, ça se tradait de manière logique à l'époque. Aujourd'hui, Apple, ça se traitait de manière mais complètement conne. Vous avez vu qu'il n'y avait aucun pricing, c'était du gros swing, ça achète, ça pump à mort, il n'y avait pas d'acceptation des prix. Donc, est-ce qu'on va avoir un retracement aussi profond sur Apple que sur General Electric à l'époque? C'est-à-dire à l'époque, ils avaient donc retracé théoriquement un 61 à 76,4, si je ne m'abuse, voilà, pile poil. Est-ce qu'on va avoir la même chose sur Apple? Franchement, j'en sais rien. Dans tous les cas, vous voyez que si on en est à ce stade-là, Apple, on en sera là. C'est-à-dire ça va vendre ici un coup, consolider et puis chasser les stops. Donc normalement, je devrais pouvoir gérer mon risque dans tous les cas sur cette valo. C'est-à-dire rentrer, spéculatif, ça passe ou ça passe pas, je gère mon risque et puis derrière, je me fais chasser ou pas. Donc je ne sais pas sur Apple, mais on va être ouvert aux deux opportunités. Soit ça vendra ici et on remettra une couche, soit tout simplement on restera aussi à revenir chercher des retracements 61, 76,4. Ici, on avait enfilé 40%, même chose. Hein, voilà, on est sur des choses plus ou moins similaires. Bref, dans tous les cas, Apple, c'est des gains réinvestis hein, et pas des petits gains. Donc, on va voir, mais je vais effectivement trader et gérer cette zone de risque pour voir comment ça peut se profiler. Ça passe ou ça passe pas, mais à surveiller. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas l'alerte là? T'es gentil.
qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc surveillez gentiment tout ça. Qu'est-ce que... Bah voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je regarde vite fait Forex s'il y aurait un truc à rajouter. Alors oui, il faut qu'on parle du pétrole. Donc le pétrole, pareil, hein, un marché complètement émotionnel. Donc le même schéma hein, qui se met en place ici, c'est-à-dire ici on a les signaux acheteurs, les premiers, hein, d'accord, qui montrent que là, effectivement, on est déjà en train de rentrer dans un schéma de what the fuck. C'est-à-dire qu'ici on a la première et le début de la pattern de je te démonte tes stops et si tu luttes, je continuerai de te péter la tronche. D'accord? Donc c'est vraiment le truc comme ça. Hein. La distorsion de marché, pour moi, elle commence même à partir de là. C'est-à-dire qu'ici, théoriquement, on avait des supports. Je dirais vraiment là. C'est là où on a les premiers signaux, les targets. Ici, ça devait réagir à l'achat, très sincèrement. Je ne comprends pas la nécessité de ce marché d'être parti en ligne droite complète ici et de manière aussi pernicieuse et violente et encore moins la poursuite derrière pour venir complètement démonter tous les stops. Donc ce marché est-il acheteur, est-il vendeur? Je pense qu'il sera juste neutre ici, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se produire là? Du gros bruit de marché, c'est-à-dire la suite de la pattern, la deuxième étape. On est bien dans un marché émotionnel ici, hein. On a bien compris que les signaux techniques ne fonctionnent pas pour l'instant dans ce truc-là. La deuxième étape ici, c'est une longue et douloureuse attente, d'accord, qui sera catalysée par deux éléments psychologiques, d'accord. Je vous rappelle l'émission d'hier, c'est vraiment la clé, il faut que vous compreniez ces trucs-là. La pattern ici, c'est de la distorsion de marché. D'accord, on distord, on fausse les timings et du coup, tous les signaux techniques sont invalidés à court terme puisque ça ne fonctionnera pas sur ce time frame daily. D'accord, on est bien dans une tendance mature, il y a tout ce qu'il faut. Et ici, on a donc le contexte pour activer le schéma en 4 patterns. D'accord, 4 étapes. D'abord, vous vous faites péter. Si vous refusez de donner les stops ici, ça va vous coûter très cher. D'accord. Évidemment, il fallait sortir sur le pétrole. Hein. Moi, je l'ai fait. Hein. J'ai acheté par là, je me suis fait démonter et j'ai accepté de prendre mes stops. Maintenant, on est dans la phase où ça digère. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On continue à distordre le marché et après il va y avoir la phase de digestion, c'est-à-dire de retour à la normale, où on reviendra normalement revisiter la zone de décrochage. Donc je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Moi honnêtement j'ai l'impression que ce qui nous attend sur le pétrole, c'est donc un gros bruit volatile emmerdant, puis un retour à la normale assez brutal, d'accord, pour sortir du schéma de patience. Donc là, en fait, on ne sait pas. Ici, ça peut très bien revenir là, ça peut, voilà. C'est juste là, c'est de la psychologie. C'est-à-dire que là, c'est plus la technique qui drive ce marché, c'est l'émotion. Ici, c'est de dire comment on peut rendre les gens le plus con possible pour leur faire prendre le plus de mauvaises décisions. C'est en gros, c'est du market making. Donc là, soit vous arrivez à bien naviguer, bien gérer votre risque, vous ne faites pas démonter. Rappelez-vous ce qu'il faut comme caractéristique émotionnelle pour réussir à traverser ça de manière logique, il faut être résilient et patient. Donc, avant de récupérer des gains à l'achat éventuellement sur le WTI, il va déjà falloir être patient et résilient. C'est-à-dire que pour ma part, il faut rester à la recherche d'achat. Qu'on soit allé ici, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense qu'il faut rester à l'achat du WTI, pas nécessairement à cause des craintes de baisse pour une récession mondiale et tout ça, juste à cause d'une chose, si le dollar se pète la tronche, le WTI monte. C'est aussi simple que ça, parce que c'est pas WTI comme ça parce qu'on en a envie, c'est WTI USD coté en dollars. Si le dollar se pète la tronche, les valeurs du WTI vont nécessairement monter de facto. Donc il faut faire attention à ça. Moi je pense que le trade des prochaines années, c'est l'effondrement du dollar et que évidemment ça impactera le WTI même s'il y a une récession. Parce que ça reste coté en dollars ce truc-là jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, ce sera probablement plus le cas après. Donc, on reste comme ça, ok, et on se dit la patience et résilience. À savoir, vous aviez choisi, et j'avais choisi un camp acheteur de support. On a fait les cons et on va donc digérer ce petit merdier avant de donner un signal acheteur. Donc, attendez que ça digère. Ça veut dire que ici, soit vous êtes ultra chaud, ultra agressif, vous dites je vends le Fibo. Franchement, ça fait du sens de vendre les 55. Ça fait vraiment du sens. Puisque rappelez-vous, cette pattern, généralement, elle a tendance à... Il y a tellement de gens qui ont été piégés ici que ceux qui ont acheté là et qui ont tenu les trades, ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Donc ça risque de revendre ici très fortement. On est bien en plus dans un contexte qui fait que là, vous pouvez me trader ça en 4 heures sans problème avec un signal vendeur. Et je pense sincèrement qu'il doit y en avoir un.
Voilà, donc là vous avez le signal vendeur en 4 heures pour tenter une vente sur le WTI. Ça me semble totalement logique. Il faut garder un stop large. Je vous rappelle qu'on est dans une pattern psychologique. Donc si vous mettez un stop trop proche, vous allez vous faire lessiver le cerveau. Et soyez patient. Et l'objectif, c'est donc de viser des supports. Donc n'oubliez pas que sur les supports, il faut sécuriser. Là, l'objectif, c'est de balayer et de niquer les gens qui vont prendre des décisions stupides. Qui prendra une décision stupide? Rappelez-vous, c'est donc l'opposé des émotions qu'il faut que vous arriviez à avoir. C'est donc les émotions sur lesquelles il ne faut surtout pas vous positionner, c'est-à-dire l'agressivité. Tous ceux qui vont être agressifs là-dedans vont se faire péter la tronche. Et l'impatience. C'est-à-dire que là, si vous voulez maîtriser le truc et dire il faut absolument qu'on soit là dans une semaine, vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous faire lessiver, ça ne marchera pas. Donc WTI, patience, détermination. Vendre par là, stop large. L'objectif est de récupérer un gain facile sur les pertes de ceux qui vont faire n'importe quoi. Donc, on n'oublie pas de sécuriser son trade sur les supports. Okay, ça arrive par là, n'oubliez pas de vous foutre à break-even. Mais là, il y a tout ce qu'il faut pour prendre un short. Il y a la confirmation, il y a le signal, il y a tout. Je pense qu'un short WTI, c'est un bon scénario. Par contre, avec la psychologie qui va avec. Petit levier, on est là pour récupérer un gain facile avec un stop large. Et c'est tout. Donc je vais me le faire, hein, je vais me le mettre à la vente, le WTI. Je vais le prendre, je pense, parce que là ça me paraît pas mal, hein, on est toujours sur les zones de prix pas trop stupides, mais quand même attention, hein, si ça commence à pousser, il ne faut surtout pas vous dire « Ah merde, fais chier, j'ai eu tort ». Non, non, si ça commence à pousser, vous laissez votre gestion du risque faire le job. Si vous prenez ce trade, il faut obligatoirement un stop là. C'est-à-dire le stop c'est 60$, un stop très clair, ça vient là, il faut vous faire la malle et pas chercher à compliquer la tâche. Dès qu'on arrive à un ratio proche d'1 pour 1, merde, hop, ça veut dire faut vous faire la malle et pas réfléchir outre mesure. D'accord? Je vais juste supprimer une des deux. Voilà. Vous vous dites, entre guillemets, dans ce schéma-là, ici, dès qu'on arrive proche du support, vous n'avez qu'à vous dire un peu sous le support, 1 pour 1, boum, ici, TP1 obligatoire, vous payez votre stop, et après vous gardez le reste de la position si vous voulez, ou vous encaissez tout ici. Le but, c'est de dire, dans cette pattern-là, ici on est sous des résistances, sous une zone qui devrait probablement revendre, donc il ne faut pas hésiter à se positionner short dans cette zone. Voilà. Mais avec des leviers spéculatifs, il faut que le stop ici ne vous coûte pas plus de 2%. C'est complètement con. C'est risquer 2% pour gagner 2% et en fait tout simplement mettre à profit la bêtise des autres traders qui sont toujours en train de lutter. D'accord? Qui vont toujours penser qu'il faut acheter ce truc-là. Avant d'acheter, il va falloir qu'on gagne du temps, qu'on continue et qu'on poursuive dans la distorsion avant de pouvoir reprendre dans un sens majeur. Je vous rappelle que le début de la pattern, c'est le sens majeur. Entre guillemets, il y a ça, ensuite on va remonter normalement, on rebaisse un coup, okay, ici on déclenche la pattern bleue, et ensuite on repart dans le bon sens, toute balle haussière, après un petit range, et ensuite ça repart. D'accord? Donc c'est vraiment ça le schéma. Rappelez-vous les 3 étapes de ce truc-là. D'abord la distorsion, ensuite l'excès, et puis après on va chercher la retour à la normale, et puis on repart dans le bon sens, le sens qui renverse normalement ces tendances. Ok? Donc avoir tout ça, hein, mais donc encore une fois, les scénarios sur la baisse du dollar et l'achat donc du WTI, c'est des scénarios moyen-long terme. Ne soyez pas trop précis et trop exigeants sur les timings. C'est bien des cycles psychologiques qu'on recherche qui peuvent durer longtemps. Donc attention à avoir la patience requise sur ces scénarios. Voilà, allez, cette fois je vous laisse pour de bon, bye bye. Surveillez donc toujours très attentivement votre quatuor du risque, à savoir notre pote le VIX, il faut le surveiller, il est sur support, donc attention à ne pas prendre de risque sur les indices, il ne faut pas être débile, ce n'est pas le moment d'acheter. Surveillez votre junk bonds, d'accord, ça a donné un gros signal de vente l'autre jour, tout le monde l'ignore pour l'instant, mais rassurez-vous, ça va pas tarder à se péter la tronche. Donc les junk bonds, un gros signal de vente dans une zone de contexte vendeur, on est bien divergent, donc ici on attend simplement que ça revienne chercher les supports, mais ça va pas tarder à être le cas, je pense. Donc un risque obligataire qui va arriver, normalement on devrait donc voir les taux augmenter et les bons se péter la tronche une nouvelle fois. En même temps, donc je vous dis un VIX qui devrait commencer à retrouver une pente un peu ascendante. Notre pote le Gold est toujours en consolidation. On le laisse faire gentiment. Et qu'est-ce que c'est le dernier déjà? Ah oui, nos amis, hop, voilà, les ETF. Ah oui, on va terminer là-dessus. Il y en a un qui m'a demandé la formule, je vous la donne. D'accord? Donc c'est la formule à mettre dans un indicateur. Vous créez un indicateur. D'accord? Vous faites ça, new.
blank indicator script et vous copiez ça, d'accord? Vous le recopiez, vous le mettez dedans. Entre guillemets, c'est à l'achat, d'accord? C'est le volume à l'achat des ETF, d'accord? Le volume acheteur entrant sur les ETF. Le volume baissier, d'accord? Down volume, ok? Et unchanged volume, le volume inchangé des ETF. Donc en gros, je fais plus, moins, moins, plus le volume inchangé. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, en gros, c'est comment évolue la demande en ETF en termes de volume. D'accord? L'oscillateur, c'est simple, c'est la même chose, mais comparé en termes de momentum. C'est-à-dire change à 14 périodes, c'est quelle est la différence sur 14 périodes de ces deux trucs. J'en fais une soustraction nette et tout simplement, ça me donne la différence des momentum. Est-ce que les ETF drivent le prix des actions à la hausse ou est-ce que les ETF drivent le prix des actions à la baisse? Vous avez vu que ce qui a causé la baisse ici, c'est une panique sur les ETF. Ici, les ETF étaient sous-performants par rapport à l'indice. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de demandes baissières sur les ETF que ne baissaient les indices. Là, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, les mecs, ils font quoi? Ils sont euphorisés complets à l'achat d'ETF alors que les prix sont toujours sous résistance. Raison pour laquelle je vous dis, ça, plus des junk bonds sous résistance, plus un gold plutôt sous résistance, plus un yen plutôt haussier et en la recherche de support, j'ai plutôt envie de dire que la solution finale, elle est plutôt mauvaise pour ce type de marché-là et que ça risque de se péter la tronche. Par contre, attention, si on va chercher les sommets historiques, vous savez qu'il faut sortir. Mais voilà, moi vous connaissez mon schéma, je trade contre ces gens-là parce que je pense que c'est eux qui sont responsables des bulles de prix qu'on a constituées depuis la fin du Trump trade, d'accord? Tout ça c'est du pur excès de marché et donc malheureusement excès de marché, d'accord? Distorsion, l'excès, le signal vendeur parfait, là la zone d'hésitation et derrière la tendance baissière qui ruinera évidemment tous ces petits malins qui achètent des ETF et c'est leur perte que je veux récupérer. Bye bye, à demain.